Tanguy Châtel, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Blanche, bonsoir à tous. Vous êtes notre premier témoin au service du bien commun pour cette première soirée. Alors vous êtes spécialisé dans la recherche autour des soins palliatifs et de l'accompagnement. Vous intervenez dans de nombreux enseignements universitaires de soins palliatifs et d'éthique en France. Vous avez été aussi chargé de mission à l'Observatoire national de la fin de vie pendant quelques années. Et vous avez accompagné beaucoup de personnes en fin de vie. Vous êtes aussi un conférencier sur le thème du sens de la fin de vie. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Alors Tanguy, vous êtes fiscaliste de formation. Voilà qui dénote un peu. Ça fait toujours un effet fou. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez beaucoup travaillé dans ce domaine avant un jour de prendre un virage complet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous est arrivé ? Il m'est arrivé que j'avais suivi un parcours classique de formation universitaire. J'étais dans le droit et puis voilà, je suis devenu fiscaliste. J'ai travaillé dans des cabinets internationaux, mais il y avait quelque chose qui était de l'ordre d'une grande insatisfaction. Il y avait un creux en moi. Je n'étais pas du tout satisfait par ce que je vivais, notamment les rapports professionnels que j'avais avec mes collaborateurs ou avec mes clients. Et donc, j'ai vécu plusieurs années avec une vraie insatisfaction qui me taraudait et qui commençait à me mettre en grande souffrance même, jusqu'au jour où j'ai rencontré des gens. Ces gens, c'était des bénévoles et des professionnels de soins palliatifs qui m'ont parlé de ce qu'ils faisaient en matière d'accompagnement de fin de vie. Et ça a résonné de manière très étrange en moi. Il y a cette expression que tu as reprise tout à l'heure et que j'aime bien, qui est saisi aux entrailles. Donc moi, j'ai vraiment été saisi aux entrailles par des gens qui ont témoigné très simplement de ce qu'ils faisaient. Ça m'a donné envie de devenir bénévole en soins palliatifs. C'était il y a plus de 15 ans. Et ça a profondément changé le cours de ma vie. D'accord. Et donc là, vous avez même repris des études ? Oui, en fait, j'ai repris des études un peu plus tard. J'ai commencé par accompagner des personnes en fin de vie et je me suis retrouvé confronté à ce qu'on a évoqué déjà depuis un petit moment, c'est-à-dire cette fragilité, mais aussi cette forme d'impuissance. Quoi dire, quoi faire, il n'y a pas grand-chose finalement. Et je pressentais qu'il y avait quelque chose de très profond derrière ce creux, derrière cette impuissance, que les gens que j'accompagnais étaient heureux de ma présence alors que moi, je ne voyais pas très bien ce que je leur apportais. Mais il y avait un bénéfice. Et donc, j'ai voulu essayer de comprendre ce qui se passait dans cette relation. Et j'ai fait un doctorat de sociologie à l'École pratique des hautes études de Tardif. Et je voulais comprendre véritablement non seulement ce que ça nous dit, ce rapport à l'être humain dans la société moderne, ce que ça nous dit, ce rapport à l'être humain souffrant, éventuellement en fin de vie, mais aussi toute la question du sens qui se tenait derrière. Comment est-ce qu'on accompagne une personne aujourd'hui qui est confrontée à sa propre souffrance, à sa propre mortalité, et qui est parfois bien en peine de donner du sens parce que la culture, la société ne nous aide pas tellement à en donner. Donc, j'ai fait ce travail de doctorat, et ce qui est intéressant pour moi, c'est que je n'ai pas cherché à réfléchir à partir de rien. J'ai été confronté à des limites dans ma pratique de l'accompagnement, et j'ai voulu construire une réflexion sur la base de cette pratique. Et je tiens aujourd'hui toujours à veiller à ce que mes réflexions s'enracinent dans la pratique, soient éprouvées au feu du réel, autant que je peux le mesurer. D'accord. Et ce changement que vous avez opéré finalement dans votre profession, dans votre vie, est-ce que vous avez été soutenu pour ce virage ? Quand on a à peu près 40 ans, qu'on a un métier bien enraciné, qu'on décide de faire un doctorat, ça veut dire que pendant un moment donné, il va falloir véritablement changer de rythme de vie. Donc heureusement, j'ai une épouse qui travaille, qui est expert comptable. Vous voyez, moi j'étais fiscaliste, elle était expert comptable. Bon, on était donc dans une certaine logique, et elle a pris pleinement sa part puisqu'elle m'a permis de faire ce doctorat en mettant en suspens une partie de mon activité professionnelle. Ça, c'était la première forme de soutien sans lequel je n'aurais pas pu faire ce doctorat. Et la deuxième forme de soutien, c'est que tout ce que je fais au chevet des malades, quand je vais les accompagner, eh bien, certains malades ont eu cette lucidité que je n'avais pas forcément en me quittant, en me disant « vous remercierez bien votre épouse ». Et je le lui ai rapporté. Et elle a pu mesurer qu'elle était partie prenante de cet accompagnement tout autant que moi, que tout ce qu'elle faisait pour, non seulement dans son boulot, mais aussi à la maison, pour me permettre, moi, d'accompagner les personnes en fin de vie, eh bien, c'était un travail collectif. Et donc, nous accompagnons, même si il se trouve que c'est plutôt moi qui rentre dans les chambres. Mais nous accompagnons, et même familialement, parce que ça a bousculé les représentations au sein de ma propre famille. Donc, ça a eu des répercussions très, très larges, bien sûr.
D'accord. Donc vous avez consenti finalement à répondre à cet appel que vous avez reçu d'autres et de vous. Quels conseils vous donneriez à tous ceux qui nous écoutent ce soir, puisque nous sommes nombreux parfois à certains moments de notre vie à ressentir certains appels? Des conseils, je ne sais pas, un témoignage en tout cas. Moi, le point central, c'est que j'étais en souffrance. Donc finalement, cette souffrance, ce n'était pas une calamité, ça a été une forme d'appel, une soif, qui m'a permis d'être réceptif au témoignage de quelques-uns. Si je n'avais pas souffert, je n'aurais pas entendu ces gens me parler de soins palliatifs. Donc le creux premier, c'est celui de la souffrance, qui était vive, hein. Ce n'était pas juste un inconfort, c'était quelque chose de profond. À partir de ça, parce que j'étais en souffrance, j'ai pu écouter, j'ai pu consentir à pousser une porte, la porte d'une association, devenir bénévole. Et puis le reste s'est déroulé comme une histoire tout à fait improbable. Et là encore, j'ai souscrit à cette histoire, j'ai épousé cette histoire. Je ne l'ai pas conduite à la force du poignet en me disant voilà ce que je veux faire de ma vie maintenant. J'ai été là où le vent, où la providence m'emmenait. Mais l'acte le plus fou ou le plus courageux que j'ai fait, ça a été de consentir à quelque chose qui m'était proposé et qui ensuite s'est décliné, m'a emmené sur des horizons que je n'aurais jamais soupçonné découvrir. J'aurais jamais imaginé changer de métier à ce point-là. J'aurais jamais imaginé participer à une réflexion d'ordre un peu plus politique, avoir une production un peu intellectuelle aussi. Tout ça, c'était pas du tout écrit d'avance, quoi. Et ce qui va se passer dans les années à venir n'est pas écrit d'avance non plus. J'en sais rien. D'accord. Et donc cette expérience, toutes ces connaissances que vous avez acquises, vous venez de citer justement le mot politique, est-ce que vous avez l'impression d'avoir pu, à votre manière, jouer un rôle politique ? J'ai consenti à nourrir une réflexion, donc oui, je pense que j'ai joué un rôle politique. Je n'en mesure pas les fruits parce que, on l'a aussi dit, toute cette réflexion est extrêmement complexe, il y a de nombreux acteurs. En réalité, une réflexion politique, ce n'est pas le fruit de quelques-uns, c'est le fruit d'une culture qui évolue grâce au travail acharné de quelques-uns qui deviennent petit à petit plus nombreux et qui nourrissent un fléchissement de cette culture. J'observe qu'effectivement, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'Observatoire national de la fin de vie en 2010, à ces questions de manière plus politique, la question de l'euthanasie était une question extrêmement en vogue à l'époque. Eh bien, j'ai observé au fur et à mesure des années que les journalistes ont infléchi leur discours, que des mouvements se sont structurés, se sont dressés, bref, que le combat était en route, était en jeu. Et donc, il y a des individus, et on est très nombreux, à jouer un petit rôle. Et c'est ça qui emporte peut-être au bout d'un moment une adhésion qui nourrit en retour. Il n'y a pas c'est un attelage, il n'y a pas un cheval qui conduit. Et en fait, il y a un grand attelage avec... on peut se demander qui est le cocher, mais en tout cas, il y a beaucoup de chevaux qui tirent. Oui. Très bien. Vivant jusqu'à la mort, c'est le titre de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en partager quelques mots ? Alors, Vivant jusqu'à la mort, c'est un titre que mon éditeur m'a proposé, que j'ai trouvé complètement idiot. C'est le livre que j'ai publié en 2013 chez Albin Michel. Je lui ai dit, c'est complètement débile, quoi. T'es gentil, mais soit on est vivant, soit on est mort. J'étais peut-être un peu trop manichéen, sans doute. Et puis, c'est en faisant la promotion de ce livre que j'ai réalisé qu'il était important. Et pour rejoindre des choses qu'a pu dire aussi Damien tout à l'heure, j'ai touché du doigt... J'ai mis en mots quelque chose que j'avais touché du doigt avant, depuis longtemps, mais j'ai pu mettre en mots qu'on peut être mort avant d'être mort. On peut être socialement mort, on peut être psychiquement mort avant d'être mort. La réciproque, c'est que comment faire en sorte d'être vivant avant d'être mort, d'être pleinement vivant. Et donc c'est toute cette réflexion que je conduis dans ce livre pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Comme le disait magnifiquement Maurice Zindel, l'important c'est pas de savoir si nous serons vivants après la mort, l'important c'est de savoir si nous serons vivants avant la mort. Et Coluche disait ça encore mieux, il disait si j'ai le choix je préférerais mourir de mon vivant. Bon. C'est bien de ça dont il s'agit, comment faire en sorte d'être vivant alors même que la mort presse, et justement peut-être parce que la mort presse. La mort qui presse, eh bien, c'est celle qui nous invite, soit en tant que patient ou proche du patient, soit en tant qu'accompagnant, à savourer quelque chose qui nous rend encore un peu plus vivants. Serait-on poussé à être aussi vivant s'il n'y avait pas, d'une certaine manière, l'expérience de la souffrance et l'expérience et le risque de la mort ? Et quel est aujourd'hui le cœur de votre activité professionnelle ?
Alors, mon activité, je n'ai plus le même loisir aujourd'hui, mais peut-être que je vais le retrouver parce que j'ai quelque chose qui me contraint à lever un peu le pied, si j'ose dire. Vous voyez, hein, on est en plein dedans. Mon activité, je n'ai plus le même loisir d'accompagner bénévolement les gens à l'hôpital. Je le fais encore un tout petit peu ponctuellement. J'accompagne les professionnels, j'accompagne les bénévoles. Donc aujourd'hui, j'accompagne ceux qui accompagnent. C'est important de participer, on est dans un moment de formation et d'information ici, c'est important de participer à la formation de ceux qui sont sur le terrain. Je tiens profondément à garder ce lien avec la réalité de la fin de vie pour ne pas être dans un domaine théorique, pour ne pas... J'ai une sainte horreur de l'idéologie, ça me terrifie parce que je sais trop ce qu'on peut en faire. Donc rester au plus près de ceux qui sont sur le terrain, ça c'est mon engagement. À travers des activités de formation et puis participer aussi à des travaux de recherche, que ce soit à l'université, que ce soit à la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Bon. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais peut-être que la chose la plus importante que je pourrais faire, c'est partager une partie de mes convictions, de mon dynamisme, de mon enthousiasme pour dire à quel point la fréquentation des personnes en fin de vie, moi, m'a rendu autrement vivant et évidemment plus vivant que je ne l'étais, j'insiste. Hein, j'étais presque un mort-vivant psychique ou spirituel à une époque de ma vie. Donc je crois que c'est plus par l'enthousiasme et par la force du témoignage que par les savoirs qu'on va mobiliser. Et qu'en mobilisant, on va déplacer les frontières et qu'on va permettre de toucher du doigt, non pas simplement des valeurs, mais des expériences bouleversantes qui vont nous amener à concrétiser des valeurs. C'est fondamentalement ce en quoi je crois. Donc je suis le fruit de témoignages, de gens qui ont osé témoigner devant moi. À mon tour, j'essaye de témoigner et merci de m'en donner la possibilité. C'est grandiose, c'est génial. Merci pour ça. Merci beaucoup à vous, M. Châtel. Merci bien.